moi, je trouve qu'un écrivain, je raconte des histoires, je fais de la poésie, j'ai des romans, etc. Mais en même temps, un écrivain, pour moi, c'est quelqu'un qui est un citoyen aussi. Il faut qu'il s'engage. On ne peut pas aujourd'hui vivre en fermant les yeux, ne voyant que les petites histoires qu'on raconte. Non. Kaže da sanja na dva jezika, arapskom i francuskom, a da pitanje da li je Marokanac ili Francuz prepušta carinicima i pograničnoj policiji. Od rane mladosti Tahar Ben Jelloun okrenut je francuskoj kulturi i džezu, koji mu otvaraju prostore slobode. Rođen 1947. u Fesu, studije filozofije završava u Rabatu. Svoj rodni Maroko napušta zbog političke represije i odlazi u Pariz, gde doktorira iz oblasti socijalne psihopatologije. Njegovi prvi naslovi, objavljeni u Francuskoj, bave se položajem imigranata u Evropi koji žive u društvenom, materijalnom i psihološkom zatočeništvu. Tahar Ben Jelloun piše poeziju, romane, priče, drame, kao i knjige za decu u kojima promišlja pitanja rasizma, terorizma, islama. Najprestižnije francusko literarno priznanje Goncourtovu nagradu dobija 1987. za roman Sveta noć. U bogatom opusu koji broji preko 70 naslova, njegova najpoznatija dela su Dete od peska i Brak iz zadovoljstva, naslovi koje je tokom kratkog boravka na sajmu knjiga u Beogradu predstavio srpskim čitaocima. Njegova dela prevedena su na gotovo sve svetske jezike, uključujući i Esperanto. Najnoviji roman Kazna za kratko vreme postao je jedna od najčitanijih knjiga u Francuskoj, zemlji u kojoj je doživeo uspeh i slavu, ali i u Maroku, kome se u životu i u prozi obsesivno vraća. Vivre entre deux mondes, vivre loin de ses patries, vivre loin de ses racines, est le phénomène du temps contemporain. Et vous êtes né au Maroc, vous vivez en France, donc quel est le sentiment de vivre entre les mondes différents? C'est une chance. C'est une chance de pouvoir vivre dans des pays différents, avec des cultures différentes. On apprend des choses, on s'enrichit. Mais le fait de vivre loin du Maroc est une bonne chose parce que d'abord, je le regarde mieux. Je suis toujours passionné par mon pays, donc je le regarde mieux, je le comprends mieux et je suis de plus en plus critique. Parce que quand je suis à l'extérieur, même si je passe 4-5 mois par an au Maroc, mais j'ai une capacité d'observation qui fait que quand on aime un pays, il faut aussi le critiquer. Donc je critique pas mal. Et vous vivez également entre deux langues, entre le français et l'arabe. Le français, l'arabe. Vous écrivez en français, c'est curieux. Plus la peinture. Plus la peinture. C'est la troisième langue. Et donc, mais j'ai toujours pris ça comme une chance formidable parce que j'étais dans une école bilingue, arabe-français, et j'ai trouvé ça formidable. À l'âge de 24 ans, vous avez quitté le Maroc. Donc vous avez quitté votre pays natal que vous adorez, ça, on le voit dans vos livres. Alors c'était difficile de partir. J'étais obligé de partir, c'était une époque très difficile, très dure, avec beaucoup de répression, beaucoup d'injustice et d'arbitraire. Et j'étais professeur de philosophie à l'époque, j'adorais mon métier. Et comme le ministère de l'Intérieur avait accusé l'enseignement de la philosophie, comme quoi il poussait les jeunes à se révolter, à se rebeller, à contester le régime. Ils ont décidé d'arrêter l'enseignement de la philosophie et de le remplacer par l'enseignement de la pensée islamique. Je n'ai pas été formé pour ça. Et ça a été pour moi en même temps une chance parce que ça m'a permis de partir. J'avais pas mal de mes copains qui étaient en prison. Et j'ai bien fait de partir parce que ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Donc en arrivant en France, alors j'ai repris mes études au doctorat et j'ai eu une chance inouïe. J'ai été très bien reçu à l'époque en France. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment.
Votre dernier roman qui est paru en France, c'est La Punition. La Punition, oui. Et donc, vous parlez des événements qui ont marqué votre jeunesse, J'avais 19 ans. événements J'avais 19 ans, politiques. oui. Donc, vous avez participé à des manifestations Oui, oui. pacifiques contre le régime. Oui, parce que on n'était pas armés, on faisait une manifestation, on protestait, c'était une protestation verbale, pacifique. Mais à l'époque, le régime était incertain, il n'était pas sûr de lui. Alors tout de suite, la répression a été féroce, ils ont utilisé les armes. Et après, ils ont arrêté tous ceux qui étaient responsables étudiants, dont j'étais. Moi, j'étais au bureau de l'Union des étudiants du Maroc de Tanger. Et vous étiez convoqué quelque temps après, dans un camp militaire. Un an après, convoqué pour aller faire un service militaire qui s'est révélé être autre chose qu'un service militaire. Ça n'avait rien à voir. C'était une punition qu'on nous infligeait pour nous, pour nous apprendre à nous comporter d'une manière servile et la tête baissée, quoi. Et il nous disait, vous avez la tête chaude, nous on a de quoi la refroidir. Évidemment par des claques, des maltraitances, des gifles, des trucs comme ça. Et ben, c'était une bonne expérience, une bonne épreuve, malgré maintenant avec le temps j'ai oublié. Mais c'était une bonne chose parce que d'abord j'ai rencontré le Maroc profond, parce qu'il y avait un 94, mais il y avait de toutes les couches sociales. Et puis j'ai appris ce que c'est que la justice, physiquement. Et alors là, je me suis beaucoup, j'ai pratiqué beaucoup les valeurs que mon père m'avait inculquées, c'est-à-dire les valeurs de liberté, de démocratie, de respect, du droit, de la loi, etc. Je disais, plus que jamais, je vais me battre pour ça. Et ce que j'aime bien dans le livre, c'est que vous dites vous avoir accroché au poème et à la poésie que la poésie vous m'a aimiez. beaucoup aidé. Alors, j'avais pas le droit d'avoir... Quelle était cette poésie À l'époque, je me souvenais des poèmes que j'avais appris par cœur. Par exemple, le poème d'Aragon, de Victor Hugo, Lamartine, Donc c'est la tradition française qui vous a... Française, oui. Et quelques poètes arabes aussi, mais c'est-à-dire que je faisais un effort extraordinaire pour me souvenir. Et j'entendais dans ma tête ces poèmes. Et après, j'ai commencé à écrire en cachette. Oui, en effet, c'est dans ce camp militaire de l'Arbé que vous êtes devenu écrivain. Je ne savais pas que j'allais devenir écrivain. En tout cas, j'ai écrit des petites choses parce que je me suis dit, peut-être que je ne sortirai jamais de là ou on sortira mort. Alors, je voulais laisser des traces. Et j'écrivais tous les jours des petites choses. Et effectivement, en sortant, j'avais de quoi faire un poème. J'ai publié un long poème. U tom gradu bez horizonta, gde se kuće uglavljuju jedna u drugu, a uličice su izatkale tesan lavirint, gde se život čini zapisanim unapred u veliku svesku iznad groba zaštitnika grada, svako je morao da se drži svoga mesta. Žene nikako nisu mogle prekoračivati granice koje su ucrtali muškarci i vekovi. Sirotinja je imala da se zadovolji svojom sirotinjom, a oni što su se bogatili morali su nastavljati s poslovima, ne osvrćući se i ne osjećajući nepravdu. Valjalo je deliti milostinju, lepo se ophoditi s nesrećnicima i zahvaljivati Bogu što je darežljiv. Ce que je trouve beau, c'est que vous écrivez sur un double registre, je peux dire. Donc, d'un côté, il y a la poésie, il y a ce côté onirique, il y a des odeurs, des parfums, des légendes du Maroc et de l'Afrique du Nord. Et d'autre part, c'est la réalité brutale. Donc, vous faites toujours cette opposition. C'est parce que un écrivain, c'est quelqu'un qui est témoin, un observateur. Et la vie est violente, la vie est dure. Donc, je ne pouvais pas faire une poésie gentille. Non, la poésie n'est pas gentille, la poésie doit être violente, forte, sincère, cruelle. Et c'était le rôle du poète, c'est de dire les choses. D'ailleurs, ce dont se souvient d'ailleurs de toutes les cultures, ce sont les poètes. Ce sont ceux qui restent, pas les romanciers, c'est très rare. Ceux qui marquent une société, une culture, ce sont les poètes. Oui, j'aime bien ce côté double que vous dépeignez. Et je me demande si le Maroc est aussi envoûtant
que vous le décrivez parce qu'on a l'impression de vivre dans un conte de fées. Après arrive la réalité. Mais avant... Il y a la réalité qui est très dure. Oui, qui est très dure. Très dur. Ce qui est beau est très beau et ce qui est dur est très dur. Alors, le Maroc est un pays, d'abord, il est très bien enraciné dans l'histoire. C'est une nation, il a une identité assez forte et tout. Et les Marocains sont des... Comment dire? Ce sont des gens étonnants et en même temps, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. C'est-à-dire, il y a toujours eu des hommes, des femmes au Maroc qui ont protesté, qui ont contesté, qui ont milité pour les droits, pour la justice, etc. Donc c'est quand même un peuple assez vigilant. Et aujourd'hui, la situation est bien différente. Cette société civile, elle est très active, elle est formidable. Elle fait un travail formidable, beaucoup mieux que les partis politiques, qui eux sont très décevants. Au Maroc, les partis politiques éclairés, les partis politiques de la lumière n'ont pas fait leur travail et ils ont été dépassés par les islamistes qui, eux, sont des partis d'extrême droite fanatiques et racistes et avec lesquels on ne peut pas du tout dialoguer. Et justement, vous écrivez beaucoup de l'islam, de la tradition de l'islam. Vous êtes assez critique ou bien analytique, je ne sais pas comment dire. Alors pourquoi aujourd'hui tout ce qui est l'islam a pris un tour tragique? Parce que, vous savez, l'islam, ça fait 15 siècles qu'il existe, tranquille. Et puis il y a eu la révolution iranienne. À partir de 1978-79, la révolution iranienne, l'islam est devenu un outil idéologique et politique violent. L'Iran a introduit la violence dans l'islam parce que Khomeini, à l'époque, le chef de la révolution iranienne, avait fait une déclaration très importante pour dire « l'islam est politique, il ne peut pas être autrement ». C'est vrai que le prophète Mohammed a été un homme politique. C'était un chef d'État. Il a fait des guerres. C'était pas Jésus. C'était pas quelqu'un qui est dans l'amour uniquement. C'était un homme qui a défendu des valeurs, qui a défendu une terre, qui a défendu une religion. Donc il a dû se battre. Il a été menacé. Il a dû fuir de la Mecque à Médine parce qu'il était menacé par des tribus qui voulaient le tuer. Donc l'islam est né dans un contexte de violence. Une violence qui était imposée au prophète. Mais là, c'était avant. Aujourd'hui, on peut vivre un islam tranquille, calme, cool, comme on dit aujourd'hui, à partir du moment où on ne l'introduit pas dans la politique. Mais si vous voulez gagner les élections politiques, vous appuyez sur l'islam, vous avez des chances. On va revenir après sur l'islam, mais j'aimerais se concentrer un peu sur votre œuvre. Oui. Donc, Le mariage de plaisir, votre livre qui vient de paraître chez nous, qui est un livre qui joue aussi sur ce double registre. Il y a des contes, il y a des rites maghrébines, il y a ces odeurs et ces parfums, il y a le rêve. Vous connaissez le Maroc ou pas? Vous avez été? Non, jamais. On va vous inviter, c'est pas possible. Après vous avoir lu, il faut que j'y aille. Il faut absolument venir. C'est un pays qui va vous enchanter. Donc il y a ce côté magique et puis il y a cet autre côté. Les deux. Alors disons d'abord, qu'est-ce qui est le mariage de plaisir de la tradition de l'islam? Alors, c'est pas une tradition, c'est même une règle qui existe dans l'islam. Dans le Coran? Oui. C'est-à-dire qu'on a droit, à l'époque du prophète, c'est-à-dire au XVe siècle, au VIIe siècle, pardon, les musulmans, quand ils partaient en voyage pour longtemps, soit à la Mecque, soit pour faire du commerce, ils restaient loin de sa femme légitime pendant 2, 3 mois, 4 mois, 1 an. Et pour ne pas aller fréquenter des prostituées, l'islam a autorisé une espèce de mariage à date limitée, c'est-à-dire à durée limitée. Voilà, j'arrive à Belgrade, je vais passer ici 3 mois, je suis loin de ma femme, alors je vais voir une femme, je lui dis on va faire un contrat, on va vivre ensemble 3 mois, je vous donne tant d'argent pour vivre, etc., enfin une dot, etc.
Raconter comme ça, pour les hommes. Quelle chance pour les hommes, alors. Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, vous n'allez pas quand même faire... Et la polygamie, c'est pour les hommes aussi. À mon avis, cette loi n'est plus valable aujourd'hui, elle est caduque. Mais on l'a fait toujours. Bon, cela dit, moi j'en ai profité pour raconter cette histoire, parce que ce que je cherchais à travers cette histoire, c'est raconter deux choses. Un, raconter quand même cette espèce d'habitude, de tradition qu'avaient les commerçants marocains au XIXe siècle et XXe d'aller en Afrique et ramener des esclaves. Et ramener des femmes avec eux, mais des esclaves. Esclaves sexuels, esclaves domestiques aussi. Et moi, j'avais un oncle qui avait ramené 2 femmes de Guinée. Il était allé pour acheter des épices, il est revenu avec 2 femmes, avec lesquelles il a fait des enfants. Et j'ai des cousins noirs qui s'appellent Belgeloun, ils sont noirs absolument comme Louis Armstrong, totalement noirs. Bon, seulement, moi j'ai vécu avec ces cousins et j'ai vu combien ils étaient maltraités dans la famille déjà. Et ça, j'ai découvert tout petit, j'avais 5-6 ans, j'avais découvert le racisme. Ce que c'est que le racisme, c'était le mépris qu'on avait pour les gens d'une couleur différente. On ne faisait pas asseoir avec nous dans la même table les jours d'une fête. Ils mangeaient dans les cuisines avec leur mère, comme ils mangeaient les restes. Oui, c'est justement les images qu'on retrouve dans le mariage de plaisir. Dans nos romans. Donc je voulais raconter cette histoire parce que ça m'avait choqué quand j'étais gamin et je l'ai transmis. Kad smo bili mali, oni su jeli za glavnom trpezom, pored našeg oca. Moj brat i ja smo u kuhinji čekali da oni završe i nadali se ostacima. Nabu je nama pripremala nešto drugo i hranila nas gotovo krišom. Mrzeo sam oca koji se nije bunio. Oduvek nas je brinula njegova slabost. Taj veliki gospodin, voljen od 2 supruge i dece, ipak je trebalo da smogne hrabrosti i da nas ne ostavlja da jedemo kao sirotinje. Mon pays ne fait pas exception. Il est comme les autres. Il est raciste aussi vis-à-vis des Noirs, et vis-à-vis de certains étrangers, etc. Donc, c'est la partie critique de le roman sert à ça. D'abord, raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un commerçant marocain blanc qui tombe amoureux lors de ce voyage au Sénégal. Il tombe amoureux d'une femme noire. Donc, aimer quelqu'un de l'autre race, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Ça ne se pardonne pas. C'est pas que ce n'est pas permis, c'est que ça... Ça ne se pardonne pas. Ce que va lui dire sa femme, il dit, bon, ben, tu as ramené une esclave, c'est bien, mais pas une épouse. On a déjà assez de domestiques comme ça. Il dit, non, je suis amoureux. Et il découvre l'amour sensuel, érotique, avec cette femme noire, ce que sa femme blanche n'a pas su lui donner. Et ça, évidemment, c'est une révolution dans la famille. Et donc, cette femme noire qu'il aime, Nabou, elle va accoucher des jumeaux. L'un est blanc et l'autre est noir. Et la couleur de leur peau va aussi décider leur destin. Tout à fait. Et c'est malheureusement, parfois, la couleur de la peau décide de votre destin. Et c'est ce qui arrive dans ce livre, dans cette histoire, que j'ai bien totalement imaginée. Mais c'est une histoire qui n'est pas si imaginaire que ça. Ça peut arriver, ce que je raconte. Slušaj, Nabu, ne treba brkati islam i muslimani. Važno je ponašati se ispravno i ljudski. Onaj ko zlostavlja ženu ne mora imati veru kao izgovor. Ja znam da neki pravdaju svoja rđava dela pozivajući se na islam. Nisu u pravu. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'islam aujourd'hui? C'est la question que, justement... Non, la peur, de toute façon, est très mauvaise dans n'importe quel domaine. Il faut avoir peur de rien, il faut avoir le courage d'affronter les choses. Les religions sont source de violence. Pourquoi? Parce que ça relève de l'irrationnel, ça relève de la foi. Et quelqu'un avec lequel vous ne pouvez pas discuter. Parce qu'il n'y a pas de raison, pas de logique. Donc il devient fanatique. Et toutes les religions font la même chose. L'islam d'aujourd'hui, si on le laissait tranquille, si on ne le mêlait pas à des histoires politiques, ça ne gêne personne. Mais évidemment, quand vous êtes en Europe, vous êtes musulman, et vous voyez que votre identité n'est pas tout à fait reconnue, alors
qu'est-ce qu'ils font les immigrés? Ils mettent en avant l'identité musulmane. Mais les musulmans, surtout en France, c'est une affaire personnelle, privée. On est dans un pays laïque. Donc on n'a pas à mettre la religion en avant. Alors j'aimerais passer de ce discours un peu, disons, politique ou social à un de vos livres que j'aime spécialement, que j'aime beaucoup et qui est très, très intime, c'est sur ma mère. Je pense que tous les écrivains, ou presque tous les écrivains, ont écrit un livre sur leur mère. Albert Cohen, Albert Camus, oui. tous. Il est complètement différent de tous vos livres que j'ai lus. C'est un récit très douloureux qui raconte la maladie de votre mère, ou bien la démence. De toutes les mères, finalement. Oui. C'est un livre qui a été... Alors, ce qui est magnifique ou extraordinaire, il a été traduit dans une vingtaine de langues. Donc, je me suis dit, je ne me suis pas trompé. Je voulais parler à toutes les mères, qu'elles soient vietnamiennes, indiennes, bosniaques, serbes, africaines, peu importe. Parce que nous avons tous cet attachement à la mère, et puis c'est universel, c'est un discours universel. Sauf que moi, dans ce cas précis, c'est un livre littéraire, j'ai tout inventé. Parce que, bien sûr, j'étais là pendant 3 ans, j'ai tenu la main de ma mère, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle, et en même temps, il lui est arrivé de me parler alors qu'elle ne me parlait jamais avant de sa vie. Mais comme elle avait un peu la mémoire un peu trouble, je ne savais pas si elle inventait ou si c'était vrai. Alors tout était mélangé, mais ça m'arrangeait en tant qu'écrivain. Parce que les écrivains, finalement, ils ne cherchent pas l'objectivité, ils cherchent plutôt de créer des choses. Et effectivement, c'est un livre qui m'a aidé moi-même, personnellement. Parce que le jour où ma mère est morte, j'étais libéré, moi aussi. Parce que d'abord, elle n'avait pas peur de la mort, du fait qu'elle était très croyante. Elle me disait, de toute façon, la mort, c'est quoi? Je vais rencontrer notre prophète, je vais aller chez Dieu, c'est formidable. Elle le prenait comme ça. Oui, c'est étonnant, parce qu'elle n'avait pas peur de la mort. Non, mon père, oui, il avait très peur de la mort. Mais lui, il était moins croyant qu'elle. Ah, vous croyez que ça a une liaison avec la croyance? Lui, il doutait beaucoup. Il doutait. Votre mère, dans le livre, elle dit que vous êtes un peu, ou c'est vous qui faites dire votre mère dans le livre que vous êtes un peu comme votre père. Je pense, je lui fais dire ça, mais je le pense aussi. Moi, je doute beaucoup, enfin, j'ai aucune certitude. Je ne suis pas croyant. Je crois beaucoup à la spiritualité. J'ai une passion pour la mystique, l'esprit. Ma mère est morte il y a maintenant 16 ans. Je lui parle tous les jours, j'entends sa voix, donc son esprit est là. Son corps, bien sûr, est devenu une pierre de rien du tout, c'est de la poussière. Mais l'esprit est là. Je crois beaucoup à la spiritualité. Je ne crois pas du tout à ces histoires après la vie, après la mort, tout ça. Bien sûr, j'ai aucune certitude, mais je pense que les hommes ont fabriqué, ont créé les religions, qui veut dire relier entre eux, parce qu'ils ont peur. C'est l'angoisse qui a fait que les hommes croient en Dieu. C'est la peur. Ouais. Il y a un épisode que j'aime bien, votre riche cousine. Elle reproche à votre mère que vos livres traduisent ou trahissent votre patrie, votre religion. Et votre mère, elle vous demande de faire des livres qui vont dans le sens de l'islam. Alors ça, vous l'avez inventé ou pas? Non, elle dit... d'écrire le Coran. Voilà, tu devrais faire un livre comme ça. Ah, oh là là, si je pouvais faire ça. Non, c'était rigolo, parce que c'est une cousine, c'est une histoire vraie. C'est une cousine que j'aimais bien comme ça, mais elle est devenue tellement religieuse, tellement attachée à l'islam, que dès que, comme je dis au début, un écrivain, c'est un critique permanent, c'est pas quelqu'un qui est d'accord. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord avec tous ces religieux, je les critique tout le temps. Et elle, ça la choque. Elle disait à ma mère, il devrait respecter le Coran et ne pas faire ça. Ma mère a compris autrement. Mais je pense que j'essaie d'expliquer à ma mère que raconter des histoires, c'est une façon peut-être d'apporter un autre regard sur le monde et sur la vie. Dans ce livre, il y a aussi votre père.
Et vous écrivez qu'il vous a donné la leçon comment être un bon musulman. Alors comment me voyait souffrir parce que je devais faire mes ablutions avec l'eau glacée à la ville de Fès, qui est très très froide l'hiver. Je tremblais, il me dit, oh là là, arrête. Tu sais, l'islam, c'est quoi? C'est simplement respecter tes parents, ne pas mentir, ne pas voler, respecter tes professeurs qui t'apprennent quelque chose et faire du bien. Je dis, c'est tout? Il me dit, voilà. Jednog dana otac je pozvao brata i mene i rekao nam sledeće. Molitva je jedan od 5 stubova islama. Ako ne osjećate potrebu da se molite, onda nemojte to da radite. Ne pretvarajte se. To ničemu neće služiti. Sudnjeg dana bit ćete sami pred vašom savešću i pred Bogom. Odgovarat ćete Svevišnjem za ono što ste činili. Na vama je da odlučite. Ja vas nikad neću primoravati da budete vernici. Donc c'est possible d'être musulman et de ne pas être croyant. Il ne m'a pas parlé de Dieu, lui. Il m'a dit juste il faut que tu fasses du bien, que tu respectes et que tu aies la bénédiction de tes parents, que tu sois en bon terme avec eux, que tu ne sois pas insolent, tu ne voles pas et tu ne mens pas. Et après, il rigolait pour le mensonge parce que il sait très bien qu'on ne peut pas tenir. On a toujours des petits mensonges dans la vie. Lui qui était commerçant, il mentait un peu. Il disait bon, je vous laisse ce tissu pour tant, alors je l'ai acheté tant. Il racontait des histoires. Je dis, mais toi tu mens. Il me dit, mais ça c'est autre chose, c'est le commerce. Mais alors comment aujourd'hui, comment est-ce que vous, comme un immigré des années 70, comment est-ce que vous voyez ces nouvelles migrations et ces ondes de migration et de quelle façon ces migrations changent la face de notre monde? Nous sommes entrés dans une époque de grande migration qui sont dues bien sûr au développement, à la mondialisation et aussi au changement climatique. Quand on apprend que peut-être moins de 10% de l'humanité possède 50% du patrimoine de toute l'humanité, financier bien sûr, on est un petit peu choqué. C'est-à-dire qu'il s'est développé dans le monde une humanité rapace, sauvage, je ne dirais pas animale parce que les animaux ne font pas ce que font les hommes. Vous croyez? Ah non, les animaux sont beaucoup plus civilisés que les hommes. Les animaux ne commettent pas d'injustice. Ils ont leur système, ils ont leur intelligence, mais il n'y a pas de guerre entre animaux. Il y a une guerre quand il y a un butin. Si vous empêchez de le prendre. Non, mais il y a une intelligence animale extraordinaire. L'homme, il est pervers, il est brutal, il est mauvais, il a un degré. Vous voyez un peu tous les serial killers, tous les gens qui tuent. Vous voyez par exemple cet horrible assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie, découpé en morceaux. Mais quel animal qui aurait découpé un autre animal en morceaux? Aucun. Ben, les hommes l'ont fait. Dans ce monde tel qu'il est, quelle est votre utopie? L'utopie? Oui. Je reviens toujours à mon dada, je reviens à l'école. Mon utopie, c'est que les écrivains, les artistes, les créateurs visitent de plus en plus les écoles et parlent aux enfants. Leur donnent l'envie de connaître, d'apprendre et de ne pas perdre le temps dans la haine et la peur. Et surtout les créateurs, les peintres, les musiciens. C'est très important d'aller voir les enfants dans les écoles et de leur ouvrir l'esprit sur autre chose que sur la vie matérielle. Quel est votre rêve personnel? Mon rêve, c'est d'avoir la santé et l'énergie pour continuer à faire ce que je fais. Ça, c'est personnel, bon. Et ça, évidemment, ça ne dépend pas que de moi.